Ils sont au total 8 présumés criminels, dont des militaires et des civils, qui ont été appréhendés par les services de sécurité dans la ville de Goma dans la nuit du samedi 13 juillet 2024. C'est dans le cadre de l'opération dénommée Safisha Muji wa Goma, traduisez assainir la ville de Goma, lancée il y a peu pour lutter contre la criminalité dans cette ville. Accusées de meurtre de civils, pillage et extorsion de leurs biens, ces personnes étaient porteuses d'effets militaires, dont 2 armes de type AK-47, 3 chargeurs garnis et un poste téléviseur. Devant la presse, le maire intérimaire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal, Kapent Kamand, a exprimé sa désolation face à la recrudescence de l'insécurité dans la ville et particulièrement dans sa partie ouest, alors que la situation sécuritaire était déjà maîtrisée. Nous étions choqués après avoir maîtrisé pendant plus de 3 mois la gestion sécuritaire dans la ville de Goma. Et il y a eu recrudescence, surtout dans la partie ouest de la ville de Goma, notamment dans le quartier Mugunga, Ndosho, Majengo, Kasika et Mabanga Sud. Le maire AI de la ville a profité de cette occasion pour demander à la population de collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer les criminels. Nous invitons une fois de plus à nos amis qui passent leur temps à dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux, de nous fournir seulement le renseignement. Nous sommes capables de démanteler au quotidien ces différentes bandes de criminels. Voilà les résultats. Parmi les personnes appréhendées figurait un militaire qui fait louer les armes aux criminels pour commettre leur forfait. Voilà pourquoi l'autorité urbaine a plaidé pour la protection des armes et munitions. Nous demandons à tous les commandants, de tous les échelons, de bien gérer le matériel de guerre. Parce que s'il n'y a pas ce contrôle-là, les armes se retrouvent entre les mains des criminels. Nous sommes au-delà de 100, plus de 150, presque 200 armes déjà récupérées entre les mains des bandits à main armée dans la ville de Goma. C'est trop. De guerre doivent être sécurisés, protégés. C'est grâce aux opérations de bouclage ciblées dans certains quartiers de la ville de Goma, qui est déjà depuis 2 ans sous état de siège, que les services de sécurité sont parvenus à mettre la main sur ces malfrats. Le dimanche 14 juillet 2024, Corneille Nangaa, vêtu de noir, est apparu dans la paroisse Saint-Aloïs de Rutshuru, une zone sous contrôle du M23. Prenant le micro, il a exprimé sa gratitude devant l'Assemblée. C'est un immense honneur pour moi de bénéficier de votre accueil. Ma posture ne compte pas. Je me présente devant l'Éternel et devant vous en toute humilité. On est ensemble. Je suis votre serviteur. Je suis votre enfant. Et je suis votre frère. Cette intervention a rapidement suscité une réaction de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle. Dans un communiqué, Monseigneur Donancien Chollet, chapelain du pape et secrétaire général de la SENCO, a clarifié la position de l'Église. Loin d'être l'expression d'un soutien de l'Église catholique à la rébellion, comme certaines personnes de mauvaise foi le pensent, il s'agit plutôt d'un incident survenu à la grande surprise du prêtre officiant dans le contexte que nous pouvons tous imaginer. Monseigneur Chollet a également rappelé l'existence d'un décret de la SENCO datant du 10 décembre 2010 et rappelé le 23 novembre 2018 interdisant aux ecclésiastiques de donner la parole aux acteurs politiques pendant le culte à des fins propagandistes pour des raisons de cohésion sociale. Les communiqués a souligné l'importance de renforcer la cohésion nationale en recommandant des concertations entre les représentants des forces vives du pays pour créer une dynamique nationale capable de faire face aux défis sécuritaires actuels. Cette prise de position intervient dans un contexte aussi de détente entre l'Église catholique et les autorités congolaises
après des mois de tension. Une rencontre récente entre le président Félix Tshisekedi et le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, visait à aplanir les divergences et à améliorer les relations entre les deux parties. Malgré les critiques passées du cardinal Ambongo sur la gestion sécuritaire et électorale du gouvernement, cette rencontre semblait avoir ouvert la voie à un dialogue plus constructif. Le cardinal a exprimé sa satisfaction après la rencontre, soulignant l'importance de travailler ensemble pour le bien du peuple congolais. L'instruction de l'affaire du coup d'État manqué et de l'attaque de la résidence des Vital Kamere s'est poursuivie ce lundi 15 juillet 2024 devant le tribunal militaire de garnison de la Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo. Lors des audiences précédentes, la juridiction militaire a eu à interroger Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, ainsi que les prévenus Taylor Thompson, Benjamin Zalman, Jean-Jacques Wondo, les chauffeurs et les convoyeurs du bus ayant transporté les assaillants. Pour le compte de la famille de Kevin Tamba, constituée partie civile, c'est l'ami de ces derniers qui est intervenu. Kalala Ilunga a raconté les déroulements du meurtre de son ami dont la voiture avait été volée par les assaillants. Les 51 prévenus sont poursuivis pour terrorisme, détention illégale d'armes de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre, financement du terrorisme, des infractions punissables jusqu'à la peine de mort, laquelle pourrait être exécutée en vertu de la levée du moratoire intervenu le 13 mars 2024. Le gouvernement congolais entend moderniser et renforcer son système d'identification nationale. Ainsi, cette reprise des délivrances de la pièce d'identité est les points culminants d'une longue période de planification depuis son lancement qui a eu lieu en juin 2023 par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le même jour, le président de la République avait reçu le premier modèle de la nouvelle carte d'identité nationale délivrée par l'ONIP. Le rêve est devenu réalité. À cœur vaillant, rien d'impossible avait-il lâché. Depuis les go donnés par le chef de l'État, cette opération n'a abouti à rien et les causes de ces retards n'est pas toujours bien élucidées. Le président de la République Félix Tshisekedi a instruit le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Jacquemain Chabani de lui faire rapport sur le retard que connaît la République démocratique du Congo pour la délivrance des cartes d'identité pourtant relancées au mois d'avril dernier. Le chef de l'État congolais l'a fait savoir au cours de la réunion du Conseil des ministres présidé le vendredi 12 juillet à Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, dans le compte-rendu fait sur la chaîne nationale, a expliqué que Félix Tshisekedi a insisté sur le fait que le dossier devrait être abordé sans complaisance avec toutes les dispositions y rattachées. L'Office national d'identification de la population ONIP avait depuis le mois d'avril dernier relancé le travail de la délivrance des cartes pour citoyens. Lors de cette opération, plusieurs autorités politiques et patrons de maisons de presse avaient reçu cette pièce dont le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamulita, mais la population jusque-là n'a toujours rien reçu. Parallèlement, d'intenses combats ont éclaté à Ndumba, Kabassé et Mouchiroi entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et le FARDC alignés aux milices locales Wazalendo. La population, qui avait fait preuve de résistance pendant plusieurs mois, commence à exprimer des vives inquiétudes face à la détérioration rapide de la sécurité. Selon nos sources sur place, les rebelles du M23 ont lancé une nouvelle attaque contre les positions de FARDC, une continuité de la violation de la trêve humanitaire dont la clôture est prévue pour le vendredi 19 juillet, conformément à la demande de Washington à tous les belligérants. Pour l'instant, c'est une panique totale qui caractérise la population de Bweremana, entité que le rebelle du M23 tente de conquérir depuis maintenant quelques jours, alors que le FARDC, soutenu par le Wazalendo, observe encore le cessez-le-feu. La liste de victimes du génocide rwandais s'allonge au Nord Kivu ce 15 juillet 2024. 4 autres morts et des blessés victimes des largages de bombes de la coalition M23 sont enregistrés à Bweremana sur instruction du vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur. Le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a reçu ces victimes, explique Mme Priska Kamala Luanda,
conseillère principale du gouverneur en charge des droits humains. Nous avons ici 3 familles parce qu'il y a une famille qui a perdu 2 personnes. D'autres familles ont perdu une personne. Ça fait le total de 4 personnes. Et aujourd'hui, les VPM, il est déjà au courant de ce qui s'est passé à Bweremana, raison pour laquelle il a délégué le gouverneur de province qu'il puisse recevoir la famille des victimes parce qu'ils vont rentrer aujourd'hui même à Bweremana parce qu'il y a d'autres familiers qui sont restés sur place et puis organiser aussi les deuils. Les victimes ont elles-mêmes peint leur situation très difficile alors qu'elles croyaient se mettre à l'abri de rebelles. Le bombardement venait de montagne et a frappé à Minova et Bweremana. Aidez-nous, que ces M23 sortent d'ici. Sortez-les. Aidez-nous, nous sommes exterminés. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois. Les M23 nous a fait beaucoup souffrir. Le 2 août 2024, à la commémoration du génocide des Congolais, les nouvelles victimes seront mises en terre dans les cimetières Génocoste. C'est une mission d'itinérance, principalement à caractère sécuritaire. Vous-même, vous l'avez dit que la contrée connaît des moments difficiles et particuliers. Donc le président de la République et Madame Son Excellence la Première ministre ont jugé utile que nous puissions venir avec les collègues du gouvernement, accompagnés aussi d'une délégation de l'Assemblée nationale, principalement pour échanger avec les forces vives de la ville et de la contrée, prendre les informations utiles, mais aussi les réconforter, les rassurer qu'ils ne sont pas seuls, abandonnés, que le gouvernement de la République s'implique davantage pour mettre fin à toutes ces difficultés, mettre fin à cette guerre et pour que le retour de la paix soit effectif dans les délais les plus brefs. Bon, c'était une mission à caractère sécuritaire. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi et Madame la Première ministre chef du gouvernement ont décidé de nous envoyer ici pour nous enquérir de la situation. Mais c'était aussi une mission de réconfort. Donc c'est dans ce sens aussi qu'au-delà des réunions de conseil de sécurité que nous avons tenues à Butembo et ici à Goma, nous avons rencontré les forces vives de ces 2 contrées, de ces 2 villes, pour échanger avec eux, pour prendre la température, avoir toutes les informations possibles, les réconforter aussi parce que le gouvernement est conscient qu'ils vivent dans une situation sécuritaire complexe. Tout le monde est au courant que la République démocratique est en guerre, une guerre d'agression, et il était important que le gouvernement soit présent parmi ces populations-là en difficulté. Bon, nous allons faire un rapport parce que nous sommes venus en mission d'information. Mais la population doit retenir qu'elle n'est pas abandonnée, elle n'est pas seule. Le gouvernement de la République, le président de la République est avec elle et a ce dossier-là sur sa table. Les conducteurs de taxi-moto dénoncent la montée des cas de tracasserie dans le carrefour de la police de circulation routière. Ils disent être dans l'insécurité car ils sont poursuivis même sur des petites avenues possédant ou non des documents exigés, ce qui est à la base de plusieurs accidents de circulation routière. Le dernier cas de ces genres de tracasserie date de ce mercredi 17 juillet 2024 sur la route de Matadi, précisément au quartier Binza Delvaux, où un conducteur de taxi-moto était victime d'une tracasserie. Après l'accrochage avec un agent de l'ordre, ces derniers a frôlé la mort, comme le témoignent quelques usagers de la route. J'étais parti accompagner ma grand-mère et à mon retour, j'ai croisé un agent de l'ordre sur cette chaussée. Il m'a demandé le document et je lui ai montré tout ce que j'avais comme document, mais il n'y a pas compris et il s'est précipité sur moi et du coup, j'ai perdu connaissance. Il faut un casque, des chaussures, c'est devenu un business pour les PCR et nous ne connaissons même pas. Après l'accrochage, le victime a été conduit à l'hôpital où le médecin traitant n'a pas manqué de mots. Arrivé à l'hôpital, les motocyclistes avaient perdu connaissance. Nous l'avons réanimé, puis il s'est rétabli.
aux autorités compétentes de mettre de l'ordre dans ces secteurs pour que pareilles choses ne se reproduisent plus. C'est depuis le 7 juillet dernier qu'une correspondance du deuxième vice-président sortant du bureau de la Chambre haute du Parlement, adressée à l'inspection générale de finances, a renseigné que le bureau provisoire du Sénat aurait détourné les émoluments de mai 2024 de tous les sénateurs et membres du bureau sortant. C'est à cet effet que le ministre en charge de la Justice s'est entretenu avec Pascal Kinduelo, le président du bureau d'âge du Sénat. Au sortir de leur entretien, Constant Moutamba a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les soupçons des détournements. Comme vous le savez, il y avait des bruits qui couraient sur le détournement des fonds par le bureau sortant du Sénat. Il était donc question pour nous d'assurer et rassurer le bureau provisoire des termes de l'enquête judiciaire que nous avons diligentée pour que le peuple congolais soit éclairé sur la photo qui a circulé et où nous avions vu des anciens sénateurs avec des briques d'argent sur la table. Plus rien ne sera comme avant. Et c'est à l'issue des enquêtes qui sont jusque-là inquisitoriales que nous fixerons l'opinion sur les mesures urgentes et coercitives si les chefs qui seront prises. Cette enquête vise à fixer l'opinion sur ces dossiers et lutter contre la criminalité financière au sein des institutions publiques dans la ville de Kinshasa. Toutes les décisions prises par le pouvoir en place. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, fait face à une vague de retrait des confiances de certains cadres du parti. En réponse, il a publié un communiqué ce mercredi appelant le militant à la vigilance face à ce qu'il qualifie de tentatives de déstabilisation du parti et du régime. Le NEMI compte déstabiliser le parti et par ricochet le régime, a déclaré Kabouya, soulignant qu'il n'envisage pas de démissionner malgré les pressions internes. Il a rappelé la résolution numéro 01/UDPS/CON-EXTRA/2023 du Congrès extraordinaire du 26 août 2023 qui lui confère la mission d'assurer le bon fonctionnement et la bonne organisation du parti. Le secrétaire général a également évoqué le contexte national, exhortant le militant à rester uni et à soutenir le chef d'État dans la lutte contre l'agression et l'occupation d'une partie de l'Est du pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Il a insisté sur le respect des textes du parti et a appelé à la vigilance pour contrer les tentatives de déstabilisation. Accusé par ses détracteurs des mauvaises gestions, des clientélismes et des négligences des ambitions des autres cadres, Kabouya a été la cible des critiques croissantes. Une marche a même été organisée par certains cadres pour signifier leur désaccord. Ils sont au volant de leur taxi, mais ils ont le cœur lourd. La semaine dernière, ils ont perdu 6 de leurs collègues. Ils ont été enlevés, ligotés par leurs ravisseurs avant d'être assassinés. En dépit de ces climats d'insécurité, les chauffeurs taxis continuent de transporter tout de même le passager. Bien qu'à l'ouvrage, ces conducteurs dénoncent avec véhémence l'assassinat de leurs collègues. Guy Mandiangou et ses pairs sont tristes pour ce qui leur arrive. Ils s'inquiètent aussi de la résurgence du phénomène kidnapping qui a secoué la ville de Kinshasa il y a d'ici là une année. C'est difficile et triste ce qui nous est arrivé. Ce que nous demandons à l'État congolais, c'est de renforcer sa sécurité, surtout pour nous. Beaucoup de choses nous sont arrivées moi-même. J'ai été victime, c'est difficile et triste. La voiture neuve que j'ai achetée, je n'ai même pas fait 2 mois avec. On m'a tout volé, donc tout est parti. C'était vers 16h au niveau des Kintambo Magasin. Une femme m'a proposé une course express alors que c'était du mensonge. Ils m'ont drogué, j'étais inconscient pendant pratiquement 6 jours. J'ai repris ma lucidité 6 jours après. C'est triste et difficile. La résurgence de l'insécurité dans la capitale a sémé la peur chez certains conducteurs qui désormais décident de finir le travail plus tôt que prévu. C'est le cas de Mika Tumbabu.
Celui qui est mort là à Super Lemba, ces petits-là que vous avez vu le main ligoté, c'est notre collègue. Nous travaillons ensemble avec lui. Il habite Ngaba. Tous ces jours, nous passons nos nuits aux deux chez eux. L'insécurité est revenue dans cette ville de manière inquiétante. Le sentiment d'insécurité qui s'est installé vient s'ajouter au problème des tracasseries déplorées par certains conducteurs. José est l'un d'eux. Il souhaite que la police nationale congolaise puisse rappeler à l'ordre quelques brebis galeuses parmi ces éléments afin de privilégier la sécurité des personnes et de leurs biens dans la capitale. Nous, conducteurs, notre travail est de transporter les clients, mais je n'ai pas le moyen de savoir que la personne est mauvaise. Donc l'État congolais ne nous sécurise pas. Nous voyons les jeeps de la police circuler. Quand nous voyons ces jeeps venir, nous pensons qu'elles viennent pour nous sécuriser, mais certains d'entre eux viennent pour nous arrêter. Les autorités compétentes ont déjà pris des mesures pour mettre fin à cette situation. Le commandant de la police-ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, avait déjà réuni le membre de l'association des chauffeurs du Congo, ASICO, le week-end dernier pour rassurer des efforts déployés par la police nationale congolaise à rechercher les criminels et renforcer la sécurité de toute la population quinoise. Le commandant de la ville a mis à la disposition des chauffeurs et de toute la population des numéros de téléphone pour signaler tout mouvement suspect afin de permettre à la police d'intervenir en toute urgence. Pour cette semaine qui a commencé, la situation est sous contrôle car aucun cas d'enlèvement n'a encore été signalé. En croire le sénateur Ivan Kazadi, c'est depuis le mardi 16 juillet que le président du bureau provisoire a transmis le règlement intérieur à la Cour constitutionnelle pour que cette dernière se prononce sur sa conformité à la Constitution suivant le prescrit de l'article 112 de la Constitution. Selon le rapporteur du bureau d'âge, la prochaine étape dépend de la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en rapport avec la conformité à la Constitution du règlement intérieur. À partir de ce moment-là, nous aurons 7 jours pour organiser l'élection du bureau définitif, a-t-il signifié, précisant par ailleurs que 3 décisions sont attendues à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La première décision pourrait être prise incessamment. Il s'agit notamment de la décision qui met en place une commission chargée de l'organisation de l'élection du bureau définitif. La deuxième décision fixera le calendrier de l'élection du bureau définitif et enfin, la troisième mettra en place une commission chargée de valider les candidatures à l'élection du bureau définitif. Si la Cour constitutionnelle nous notifie son arrêt aujourd'hui, la semaine prochaine, vous aurez votre bureau définitif, a ajouté Ivan Kazadi, l'un des 8 élus de Kinshasa. Cette évolution de la situation politique au niveau de la Chambre haute du Parlement ouvre la voie aux tractations au sein de la majorité parlementaire, tout comme à l'opposition pour la composition du ticket à présenter pour l'élection de membres du bureau définitif. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat va automatiquement sanctionner la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République. Le respect dû aux morts et aux lois de la République ne sont plus de mise dans l'ancien cimetière Mayanda dans le secteur de Boma-Bungu, dans le territoire de Mwanda, dans la province du Congo central. Cet ancien cimetière non désaffecté et l'enclos qu'abrite les secteurs sont spoliés. Certaines personnes ont acquis des terrains dans ce coin avec la complicité de quelques services de l'État, dont ceux du cadastre, de l'urbanisme et autres. Certains observateurs accusent même l'ancien gouverneur de province, les tombes profanées, les bornes de limitation de ces secteurs sont illégalement déterrées pour construire des maisons ou encore aménager des terrains en vue de construire plus tard. Cette situation a mis en mal Edouard Nzouiki, chef de ce secteur, ce qui a justifié une descente sur terrain avec le conseil local de sécurité, aussi les services attitrés en vue de s'enquérir de la situation. Moi j'ai constaté qu'on a délimité les secteurs. Et on a mis les bornes. En le mettant des bornes, c'est qu'il y avait un plan. Ou bien, d'une manière générale, il y avait les cartographies de l'endroit. Je suis vraiment sidéré de voir, on a spolié les terrains de l'État.
les camps, secteur de Goma-Bungu, la superficie est moindre par rapport à ce qu'on nous a légué les colons ou bien nos prédécesseurs. Moi, je suis là pour mettre de l'ordre. La population victime d'empiètement n'est pas restée silencieuse. Elle veut rentrer dans ses droits et encourage le chef de ces secteurs à en finir avec cette situation inquiétante. Ce qui se passe ici, c'est par rapport aux instructions qui se font le long de la route que les ayants droit avaient laissées pour donner accès à ceux qui sont aux alentours d'amener leurs marchandises sur la grande route ou bien garer les gros véhicules. Bizarrement, nous avons trouvé plusieurs fondations ici. Moi, je suis de Boudidia Congo. Nous sommes à Kilongo. Nous connaissons la vérité. Nous nous sommes intéressés à ces problèmes pour aider nos contemporains et je suis très content du fait que le chef du secteur a pris la décision pour établir cette route. Après avoir effectué cette descente, la délégation conduite par le chef de secteur de Goma-Bungu a réservé la primeur de son rapport à sa hiérarchie. Le Boma-Tracien, pour leur part, attendent des actions concrètes pour stopper cette spoliation. La première trêve en vigueur depuis début juillet était censée faire taire les armes afin de permettre le retour de personnes déplacées et fournir au personnel humanitaire un accès aux populations vulnérables. Mais celle-ci a été rompue plusieurs fois par des accrochages qui ont opposé le milicien allié de l'armée congolaise aux rebelles du mouvement du 23 mars dit M23. Pourtant, l'annonce de la première trêve avait suscité beaucoup d'espoir au sein des habitants des zones touchées par le combat. Mais son espoir n'a été que de courte durée puisque le 7 juillet, soit 2 jours après le début de la trêve, la ville de Kirumba, sous contrôle du M23, a été attaquée par le milicien Wazalendo, allié de l'armée congolaise. Ces accrochages se sont poursuivis toute la semaine dans plusieurs localités du territoire de Massissi, au nord-ouest de Goma, le chef-lieu du Nord Kivu. Le 15 et 16 juillet, 7 personnes ont été tuées à Bouremana, en territoire de Massissi, par des tirs d'obus provenant des positions du M23, rapporte la société civile locale. Dans un communiqué du 11 juillet, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko, porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu, a accusé l'armée rwandaise d'avoir violé la trêve humanitaire qui était supposée tenir jusqu'au 19 juillet. Depuis fin juin 2024, la rébellion du M23, appuyée par l'armée rwandaise, contrôle plusieurs entités du territoire du Lubero dans le nord de la province du Nord Kivu. Le gouvernement de la RDC a promis de récupérer le territoire occupé par la rébellion. Il y a 48 heures, le chef d'état-major adjoint de l'armée a rendu visite aux militaires au front sur l'axe Butembo-Kirumba afin de remonter leur morale dans cette zone où, début juillet, 25 militaires ont été condamnés à la peine de mort pour fuite devant l'ennemi. Mais jusque-là, la psychose règne dans le chef des habitants de zones touchées par ces conflits qui ne savent plus à quel sens se vouer. Les responsables de la sécurisation du processus électoral en RDC et les services en charge de la sécurisation des circonscriptions électorales dont les élections du 20 décembre 2023 n'avaient pas été prises en compte ont répondu présent à la réunion tenue à Kinshasa le jeudi 18 juillet 2024 sous la direction du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a déclaré que cette rencontre du comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral est la première depuis l'investiture du gouvernement souminois. Le patron de la sécurité a précisé qu'il s'agit de faire un état de lieu du processus électoral débuté depuis l'année passée jusqu'à ces jours pour réfléchir sur les mesures à prendre afin de sécuriser les élections législatives qui seront organisées à Kwamut, Massi, Manimba et Yakoma dans les jours à venir. Nous avons souhaité cette réunion pour qu'ensemble nous puissions principalement faire l'évaluation de ce processus électoral qui a été l'année passée, sur lequel nous avons certains arriérés aussi qui sont dus dans certaines circonscriptions à des questions sécuritaires. Le président de la CENI, Denis Kadima, le commissaire général de la police nationale et congolaise et le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, ont également participé à cette réunion élargie aux responsables des services de sécurité. Patrick Mouyaya a fait le compte-rendu de la situation sécuritaire du processus électoral. Il était donc question de faire le point de la sécurité autour de ces zones, principalement autour de Kwamut, où on doit commencer par l'enrôlement,
autour de Massi-Manimba et de Yakoma. Et donc au cours de cette première réunion, les officiers de la police en charge justement du monitoring de la situation sécuritaire ont présenté la situation et malheureusement récemment il y a encore eu des difficultés ou des problèmes de sécurité du côté de Kwamouth et pourtant la situation était déjà plus ou moins au contrôle. Et donc il a été convenu que d'autres contacts se poursuivront, notamment au niveau de la Première ministre qui pourra avoir l'occasion avec le VPM et la CENI de discuter de ce qui reste. Pour rappel, les élections législatives nationales et provinciales du 20 décembre 2023 de Massi-Manimba et Yakoma ont été annulées pour fraude électorale, corruption, actes de vandalisme et de violence. La circonscription de Kwamouth n'a pas été prise en compte pour des raisons d'insécurité qui n'avaient pas permis l'identification et l'enrôlement des électeurs. Les territoires de Massissi et Rutshuru dans la province du Nord Kivu ont été écartés pour raison d'insécurité et d'occupation de certaines localités par les groupes armés, notamment les terroristes de M23 soutenus par le Rwanda.